Si vous êtes sur ma chaîne, vous comprenez que le sujet, bien souvent, est le même, sauf que il y a tellement d'ampleur dans juste phrase harcèlement électromagnétique et en réseau que Ernest Hemingway a été même touché. Eh bien, je vais vous lire pour commencer. Ernest Hemingway a souffert de manie de persécution. Après sa mort, il s'est avéré qu'il était vraiment persécuté. Tôt dans la matinée, il y a 50 ans, alors que sa femme Maria dormait encore dans la chambre à coucher à l'étage supérieur, Ernest Hemingway est entré dans le hall de sa maison à Idaho, a choisi son fusil de chasse préféré et s'est suicidé. Son action reposait sur de nombreuses théories et explications allant de la version à la veille d'Hemingway qui se disputait avec Maria, qu'il était, traduction Google, c'est peut-être, donc c'était l'histoire, enfin, la version comme quoi il s'est disputé avec sa femme Maria, se terminant par le fait qu'il avait un cancer à un stade inopérable. Mais les amis proches savaient que l'écrivain souffrait de dépression et de paranoïa grave au cours des dernières années. Mais écoutons la suite. Hemingway se plaignait constamment à ses amis et à sa femme que des agents du FBI le surveillaient, que des insectes étaient placés partout dans la maison et dans la voiture, que des téléphones étaient mis sur écoute, que quelqu'un ouvrait le courrier et le lisait avant la livraison et que les comptes bancaires étaient vérifiés par des inconnus. Pendant qu'il était dans la rue, l'écrivain regardait nerveusement autour de lui, se retournant souvent pour regarder par-dessus de son épaule et regarder ce qui se passait derrière. Il parla à voix basse pour qu'il ne soit pas écouté. En général, il a montré tous les signes de la manie de persécution. Il a été envoyé à plusieurs reprises dans des cliniques psychiatriques. Ça alors, ça vous rappelle rien? D'où il a également, je m'adresse en passant, excusez-moi, je ne me suis pas retenue à m'adresser à vous qui m'écoutez. Est-ce que ça vous rappelle rien? Quand on est victime de l'harcèlement électromagnétique et en réseau, on bien souvent nous traite des paranoïaques. Il y a les victimes même qui sont menacées de l'hôpital psychiatrique. Alors, il a été envoyé à plusieurs reprises dans des cliniques psychiatriques, d'où il a également appelé pour se plaindre de placer des insectes partout et d'écouter des conversations téléphoniques. En guise de traitement, Hemingway s'est vu prescrire un électrochoc pour une personne qui n'était pas paranoïaque. Jusqu'où ces criminels pouvaient y aller à l'époque. Vous pouvez imaginer maintenant, quand on a les dispositifs d'attaque à distance qui peuvent produire électrochocs à distance, dont je suis victime. Hemingway s'est vu prescrire un électrochoc qui, en somme malade, traitait tous les troubles mentaux. De la thérapie aux électrochocs, un écrivain brillant, un talent remarquable, reconnu de son temps, a complètement perdu la capacité d'écrire et même d'exprimer clairement ses pensées.
C'est ce qui se passe de temps en temps, ou peut-être souvent, je n'ai pas de statistiques, avec les victimes de harcèlement électromagnétique par ailleurs. C'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de capacité d'écrire, notamment. Je parle de moi-même, je suis Elena Sagnol et je lis sur un écrivain, un compère, Ernest Hemingway. Cependant, la thérapie ne l'a pas aidé et Hemingway a été tourmenté de paranoïa jusqu'à la fin de ses jours. Quelques décennies plus tard, une demande officielle fut faite au FBI à propos du cas de l'auteur, à la suite de quoi le FBI fournit des informations selon lesquelles, à partir des années 1940, Hemingway était surveillé. Le gouvernement se méfiait de ses activités à Cuba. Les agents ont donc caché les insectes dans la maison de l'écrivain, la voiture et la chambre de l'hôpital, écouté les conversations téléphoniques, ouvert le courrier, vérifié les comptes bancaires. Nous devons leur donner leur dû. La surveillance a été si bien effectuée qu'aucun de nos proches n'aurait pu imaginer que Hemingway avait raison. Je souhaite vous lire, c'est rude, n'est-ce pas, qu'on inflige aux gens innocents. Eh bien, je souhaite vous lire maintenant encore un texte. Il y a un lien. Regardez combien de Google, c'est tout à l'heure, j'ai tenté d'ouvrir, donc ce n'est pas logique. Il y a un tant de pages de Google, et surtout les mêmes. Habituellement, c'est une seule page. On se demande qu'est-ce que ça vous dira. Donc, je cherche encore une page qui peut-être aussi a été masquée. Mais on va tenter de la retrouver, c'est pas grave. Parce qu'il y a bien souvent l'empêchement de l'information. Alors, on va essayer de trouver ici. Non plus, donc c'est bizarre comme ça sautille les pages. Alors, toujours pas. C'est qu'une page a été ouverte, je l'ai ouverte exprès pour continuer la lecture. Et bien, donc, tout est couvert par Google. Regardez, il n'y a que Google ici. Alors, je vais mettre dans ce cas l'enregistrement en pause. Je vais trouver cette page et je vais continuer la lecture. Et voilà, donc j'ai trouvé le texte. Alors, si vous pensez que tout ce qui est arrivé à Ernest Hemingway se passe aux États-Unis et fait par uniquement FBI, eh bien sinon, cela se passait également en Allemagne. Mais juste pour prévenir déjà, parce que je ne veux pas dans cette vidéo reparler davantage à ce sujet-là, sauf que ça se passe encore aujourd'hui et cela se passe partout. Exactement, même tortures psychologiques qui ont été faites par des services spéciaux de la RDA. C'est ce qu'on appelle harcèlement criminel en réseau. Et donc, harcèlement électromagnétique. Mais ici, dans ces textes, on parle que uniquement harcèlement criminel en réseau. Alors, suspendre des serviettes dans la salle de bain et réorganiser les pots de fleurs sur le rebord de la fenêtre peut conduire au suicide. Prouve Stasi. Avec de nombreuses retraites pendant les guerres, vaincre l'inertie des machines d'État
et l'entêtement des partisans de la répression, l'Europe élimine la torture et les exécutions. Mais est-il possible d'affirmer avec certitude qu'ils ne sont plus utilisés par des services spéciaux? C'est bien ce que je disais. Moi, je suis la preuve vivante. Mais aussi, Božena Kvaltinova, on rentre quotidiennement chez elle pendant son absence. L'un des rares moyens de vaincre le secret et d'examiner des documents consiste à abolir le service spécial lui-même, comme ce fut le cas pour la Stasi est-allemande, ou Allemagne de l'Est. Après la chute du mur de Berlin, 111 km d'étagères avec des documents papier, 47 avec des microfilms, plus de 1 400 000 de photographies, d'enregistrements audio et de films ont été ouverts pour études. Ils témoignent de la construction du système orwellien de surveillance universelle et de sanctions des dissidents en RDA. Dans les années 1970, la normalisation a commencé entre les deux parties de l'Allemagne divisée. Reconnaissant les frontières de l'après-guerre, reconnaissant, excusez-moi, donc cette traduction Google, ça veut dire que les deux Allemagnes, l'Est et l'Ouest, ont reconnu les frontières. Voilà. Donc, en reconnaissant, je pensais ça, les frontières de l'après-guerre, les pays, mais c'est quand même pas mal comme traduction. Alors, en reconnaissant les frontières d'après-guerre, les pays ont établi des relations diplomatiques et la RDA a rapidement été acceptée à l'ONU. Eh ben, n'était plus un rejeton de la politique étrangère. La RDA était plus prudente, respectait RDA, donc ce sont les services de torture psychologique. La RDA était la plus prudente à respecter les normes internationales et poursuivait maintenant l'application des normes internes. Le ministère de la Sécurité de l'État a été contraint de modérer l'agressivité avec laquelle les dissidents ont été persécutés et emprisonnés. Ah, c'est une folie, hein? Et c'est seulement à partir de 1970. C'est incroyable. Dans le but de réduire le nombre de prisonniers politiques, mais pas de permettre aux dissidents de se lever la tête, la Stasi, donc c'est ces services d'État, la Stasi a lancé en 1976 le programme Stop Secret Zersetzung. Je pense que c'est ça, mais bon. Dont le nom se traduit par décomposition ou biodégradation. Ce sont que les psychopathes qu'on pouvait imaginer déjà l'effet même à faire, et encore le nom de leurs agissements, biodégradation. Elle a suggéré la destruction par des méthodes tacites d'une carrière, d'une vie privée, de la personnalité même de militants politiques pour le but de les empêcher de l'occasion, du temps et de l'énergie de s'opposer au régime. L'armée était assistée à cet effet par une armée d'agents secrets et d'informateurs dont le nombre avait atteint 200 000 en 1975, soit 1% de la population du pays.
Donc, moi, je comprends pourquoi il y a tant de stalkers, de participants de cet harcèlement criminel en réseau. 1% de la population, quand on dit qu'ils sont nombreux, et on nous dit, qui ça? Vous croyez qu'il y a tant de gens de s'en occuper de vous faire les théâtres de rue, etc. Regardez, 1% de la population en Allemagne, hein. Combien en France? Extrait des instructions du ministère de la Sécurité d'État et de la RDA, les méthodes de biodégradation approuvées sont discréditation systématique en diffusant des propos diffamatoires, véridiques, vérifiables et incorrects, mais plausibles. Organisation systématique des échecs au travail et dans la vie sociale pour détruire la confiance des sujets en eux-mêmes. Destruction ciblée des croyances associées à certains idéaux et modèles, suscitant des doutes quant à l'exactitude de leur point de vue. Créer une atmosphère de méfiance, de suspicion mutuelle et de rivalité au sein de groupes et d'organisations en utilisant les faiblesses de certains de leurs membres. Donc, quand les victimes déjà disent on est poursuivi, on est persécuté, on est torturé, donc à la base c'est déjà vrai. Mais regardez, eux, ces psychopathes, en ajoutent, ils mettent une atmosphère de méfiance, des suspicions mutuelles, en rivalité, etc. Donc, selon des observations des rapports d'informateurs et des sondages du cercle le plus proche, un profil psychologique du sujet de la biodégradation a été établi, mettant l'accent sur ses faiblesses, ce qui a porté un coût scientifiquement calculé et clairement calculé. Il n'est pas surprenant que les Allemands aient souvent souffert de leur précision et de leur pédantisme. Par exemple, dans de nombreux cas avérés, des agents de la Stasi ont infiltré les appartements pour accrocher des tableaux, déplacer des meubles, mélanger du thé, des épices dans des canettes. Dans le cas du docteur R de la ville de Schwerin, la suspension des serviettes dans la salle de bain et le réarrangement des pots de fleurs sur le rebord de la fenêtre se sont combinés à la destruction de la carrière. Donc, ils ne suspendent pas que les serviettes, ils ne font pas que ça. Donc, il y a tout de suite toute une combinaison de l'agression, ce qui s'appelle globale. Le médecin en chef, l'employé officieux de la Stasi, a constamment et en présence des collègues refuté excusez-moi, le médecin en chef, l'employé officieux de la Stasi, a constamment et en présence des collègues refuté ce diagnostic, excusez-moi, je pense que c'est traduction qui est comme ça. En fait, donc c'est un médecin en chef qui était en présence de ses collègues toujours critiqué, et ces diagnostics ont été toujours critiqués et refutés. Et donc, les patients, ce qui lui fait perdre les patients, et les patients ont commencé à refuser son traitement, ce qu'il prescrivait, pardon. Quelques mois plus tard, la victime de la persécution a quitté le travail, a déménagé dans une autre ville et a cessé de quitter l'appartement, c'est-à-dire qu'il restait enfermé. Avant l'exposition du système de biodégradation, il ne vécut pas plusieurs mois et le victime de ce système de
de ce crime, au fait, hein, qui s'appelle biodégradation. Cette victime n'a vécu que plusieurs mois, que quelques mois, et se suicida peu de temps après la chute du mur de Berlin. J'ai juste lu ce texte en russe auparavant, c'est pour ça que je traduis un peu mieux quelques passages. Les manipulations d'objets dans l'appartement, les appels téléphoniques sans fin, des livraisons non ordonnées, les vibreurs sont mentionnés dans les documents, donc ces pervers aiment bien quelque chose de justement lié à la vie intime, parce que c'est justement la vie privée. Excusez-moi. Donc, les livraisons non ordonnées ont détruit le psychisme. L'intoxication alimentaire. Voilà, donc il y a toutes les méthodes qu'ils peuvent déployer. Et je ne parle même pas aujourd'hui les armes à énergie dirigée. Hein. Plus tout ce que j'ai en train de lire. Hein. Là, pour chaque victime est différent, mais il y a toujours un tas de méthodes déployées. C'est pas que ça ou que ça. L'intoxication alimentaire et le traitement intentionnels inadéquats sont des risques pour la santé. Lettres anonymes, rumeurs et montage photo, c'est pour donc détruire la réputation. Ils font montage photo, montage vidéo. Ils peuvent trouver même les personnes qui vont rassembler la victime, la cible, et faire monter par exemple, rentrer chez la cible, faire la vidéo et divulguer pour discréditer la cible, par exemple. Ou sous hypnose. Aujourd'hui, je ne sais pas à l'époque, mais aujourd'hui, ça peut se faire sous hypnose. La victime ne pourra même pas se souvenir qu'est-ce qui s'est passé. Le cas du prêtre catholique que l'agent a photographié sur l'une des plages naturistes populaires. Plus tard, la photo a été montée avec une photo d'une prostituée connue dans la ville et affichée sur les portes de l'église. C'est-à-dire que le prêtre a été tout seul sur la plage naturiste, mais les agents de ce service sadique donc en ajouté une prostituée à côté, c'est-à-dire montage de photos, et affiché sur les portes de l'église. Selon des estimations modernes, près de 10 000 personnes ont été victimes de biodégradation. Un préjudice irréversible a été causé au psychisme et d'au moins la moitié d'entre elles. Cela prouve l'efficacité exceptionnelle de la technique et explique pourquoi des méthodes similaires sont utilisées par les agents de renseignement du monde entier, en particulier le correspondant à Moscou du journal britannique Guardian en 2007-2010, l'auteur du livre Mafia State, Luc Ardin, affirme que les agents du FSB ont envahi à plusieurs reprises sa maison, son appartement et son bureau. Ils ont laissé les fenêtres ouvertes, éteint le chauffage, changé d'économiseur d'écran et réorganisé le réveil. Selon le journaliste, cela aurait été fait pour l'intimider, montrer leur toute-puissance et leur présence constante à proximité. Dans la version russe, la technique ne fonctionne pas moins bien qu'en Allemagne. Donc cette victime, je n'arrive pas à prononcer son nom, écrit que lorsqu'il est rentré en Angleterre, il a immédiatement fermé à clé la porte d'entrée. Le paranoïa ne le relâcha que quelques mois plus tard. Voilà, je vais vous laisser les liens en russe, vous pouvez
traduire par vous-même.